Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Non mais écoutez, cette semaine, alors j'ai un format un peu spécial à vous proposer parce que voilà, pour Backseat, voilà, mes ambitions n'ont pas de limite. En fait, je vais vous proposer une sorte de reportage. Parce qu'il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris l'existence d'un salon professionnel dédié aux créateurs de contenu. Ah. Tu sais de quoi je parle, je crois. Je sais. Ça s'appelle la Paris Creator Week. Et c'était avec des gros noms comme Inoxtag, Joyka, Enjoy Phoenix, Sally, Amixem, Hugo Décrypte. Il y avait une omniprésence de Webedia et des noms de table ronde qui me donnaient envie de lever des fonds pour scale up et devenir une licorne. Parce qu'évidemment, je vous laisse deviner où a eu lieu l'événement. Je l'ai masqué là, mais... Je le sais, moi, du coup. Vas-y. Station F. Oui, la Station F, exactement. Exactement. On adore Station F. Oh putain. Donc voilà, donc moi je me suis dit, ouais, il y a tous les voyants qui sont ouverts, j'ai trop envie d'y aller. Les étoiles sont alignées. Et donc j'ai regardé comment y accéder. Et là, petite déconvenue, les prix, notamment pour... C'est un salon professionnel. Donc voilà, ouais. pour les créateurs, il faut avoir 10 000 abonnés minimum et il faut payer 300 €. J'ai que 5 000 abonnés sur YouTube depuis quelques jours. D'ailleurs, abonnez-vous. Félicitations, abonnez-vous. Faut qu'ils puissent aller dans les salons. Aidez-moi à aller des salons B2B. Heureusement, en tant que journaliste, j'ai un super pouvoir. Je peux invoquer le pouvoir de l'accréditation presse. Ouais, et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai énormément de chance. Donc voilà, j'étais prêt à m'immerger dans le monde de la Startup Nation, de la Creator Economy, pour poser une question. La Creator Economy a-t-elle réussi à scaler son cluster pour s'établir comme un lead de l'industrie culturelle et de la French Tech? Alors, formulé plus naturellement hein, pour nous autres, c'est comment ils vont les influenceurs, dis donc, la forme ou bien? Voilà. Alors, je vais pas vous faire un récit heure par heure, etc., mais je vais plutôt vous parler des choses importantes à mon sens, de ce que j'ai retenu. La première info, c'est des chiffres. La Creator Economy, elle pèserait actuellement 6,5 milliards d'euros en France, soit 0,16% du PIB. On est dedans, nous. Ah ouais, on est dedans. Vous en faites partie, évidemment. Contribuez à ça, les abonnés de Backseat. Là, merci à vous. Hein. Mais ça représente 1,5 million d'emplois directs et indirects selon l'étude qui a été faite en marge de cet événement, avec un taux de croissance annuel estimé à près de 25% par an. Les influenceurs pèseront près de 30 milliards d'euros d'ici 2031. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Mais je trouve ça génial. Ça veut dire que la Creator Economy se porte bien, l'avenir est radieux. C'est aussi le discours qui a été tenu dans une autre conférence par Webedia, partenaire majeur de l'événement. Ils ont même profité du salon pour faire leur conférence de fin d'année, Creator Show, où ils ont pu célébrer leurs accomplissements, comme par exemple le documentaire Kaizen d'Inoxtag, ou encore le documentaire Kaizen d'Inoxtag, ou même le documentaire Kaizen d'Inoxtag. Alors, je ne vais pas vous mentir, la conférence a vite un peu tourné en rond, et c'était très long et on sentait que les influenceurs ils étaient là en représentation, un peu comme des produits qu'on présente aux marques, et ça m'a fait un peu de la peine pour eux. Mais il y a eu aussi un moment très intéressant pour Webedia dans une autre conférence. C'était avec la directrice générale de Webedia, Michel Benzeno, qui était sur scène avec Alexia de Laroche-Joubert, qui est une papesse de la production télé chez Banijay. Elles ont beaucoup parlé des différences et des points communs entre la télé et Internet, qui est le sujet actuellement dans le milieu, comment ça va fusionner, comment ça va se récupérer, etc. Et ils ont notamment parlé des IP, donc les marques, c'est le terme un peu anglais, on va dire, les marques comme Koh-Lanta, Star Academy, etc. Et que la télé essaye de protéger un peu face à Internet. Voici 2 extraits de leur échange que j'ai trouvé super intéressants. Désolé pour la qualité de la vidéo, j'étais au fond de la salle. Et je pense que c'est ça aussi sur lequel il va falloir travailler, c'est que nous, quelquefois, on a l'impression un peu d'être pillés. Voilà, et c'est vrai que je le dis souvent, on n'est pas encore en action pour protéger nos IP sur votre domaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas. Et il faut faire attention à ça. Et inversement, vous avez des IP que vous ne protégez pas, qui peuvent être prises par d'autres ou éventuellement même notre secteur. Nous, à côté de monstres comme Banijay, on a beaucoup à apprendre de vous sur la protection des IP, parce que la grande question pour Webedia, c'est que quand on crée des formats avec des créateurs qui les incarnent, le jour où le créateur s'en va, on fait comment en fait? C'est la grosse question. Voilà, et moi je trouve ça très intéressant quand on sait qu'il y a eu des gros conflits entre Webedia et l'émission Zen pour la dernière, Zen qui était produit par Webedia, et quand ils sont partis, ils ont fait produire leur dernière émission
par Bump, qui est l'agence de Squeezie, agence rivale de Webedia, qui n'était pas du tout présente au salon. Ils se sont fait niquer leur IP. Voilà, C'est ça. protégez vos IP. Bah ouais, c'est important. Alors après, je vais pas mentir, les autres conférences étaient un peu trop marketing pour moi, mais normal, hein, c'est un salon B2B, hein, comme on dit, hein, business à business. Donc je suis passé un peu à côté. Mais il y a une conférence qui va me suivre longtemps, je pense. C'était un panel avec des influenceurs LinkedIn. Oh là là. Et c'était un ride, c'était une expérience, voilà, littéralement beaucoup d'anglicisme comme je viens de le faire, et beaucoup d'envolées lyriques assez incroyables. Je vous ai fait une petite sélection de phrases entendues comme ça au cours de la conférence. Ma préférée, c'est vraiment l'intervenant qui, pour se présenter, dit « J'ai été ban 7 fois de LinkedIn ». J'ai trouvé ça incroyable. J'ai pas compris comment il avait fait, mais c'est un flex, visiblement. Voilà. Tout le monde écoute Génération Do It Yourself, ok. Mais oui. Assez vite, donc j'ai préféré quitter les conférences et aller un peu dans les recoins, voilà, dans les backstage pour un peu discuter en off, etc., comme le font les journalistes en temps normal. J'ai croisé une représentante de BNP Paribas, j'ai croisé des lobbyistes, j'ai croisé un député et j'ai croisé une personne qui portait une casquette rouge Make Content Great Again. Oh Voilà. là là. Let's go. Alors C'est quand qui je sais pas, je connaissais pas. C'était Hugo Décrypte. Non, j'aurais fait une photo, je pense. J'aurais fait une photo. Alors, quand j'ai croisé un vidéaste très suivi et que j'ai demandé comment il se sentait dans cet environnement, il m'a répondu en souriant de droite. Voilà. Et vraiment... Mais au-delà de la blague, j'ai trouvé ça intéressant de creuser un petit peu la dualité qui transparaissait dans l'événement. Et c'est pour ça que quand j'ai croisé Amélie Deloche, que j'avais déjà interviewée pour une chronique précédente, et ben en fait, je lui en ai parlé parce qu'en fait, une partie de son métier, c'est interpeller les créateurs de contenu sur les enjeux écologiques avec son compte Paye ton influence, que je vous invite à suivre. Et je lui ai demandé si elle sentait une forme d'engagement du milieu pour la planète, et elle m'a dit ça. En fait, j'ai parlé avec notamment des agents de très gros influenceurs, des personnes en agence qui en fait soutiennent pas mal ce qu'on fait avec Paye ton influence et qui nous disent en fait on a besoin d'acteurs comme vous qui mettent en avant concrètement les dérives de l'influence marketing, notamment sur la valorisation d'imaginaire de consommation à rebours des enjeux climatiques ou la valorisation de marques extrêmement impactantes écologiquement. En fait, je sens qu'il y a une volonté de faire mieux, mais qu'il y a le business model en fait et le côté business qui freine l'intégration de cette question d'éthique et de responsabilité écologique au sein des acteurs du secteur. Mais les personnes avec qui j'ai discuté de manière générale, elles étaient plutôt en soutien et en disant « Ah mais oui, on sait qu'on aimerait faire mieux, on sait qu'on devrait faire mieux, mais on a du mal à le faire, notamment pour des raisons business. » Surprenant. Super étonnant. Surprenant. Ouais. Ah, Voilà. c'est marrant. Quoi Le capitalisme nique tout. La planète, oui, mais voilà. Alors là, Donc assez vite, en fait, j'ai commencé à percevoir deux mondes se superposer dans ce salon. Celui de la scène du salon, logiquement très entrepreneuriale, avec des gros influenceurs à la marque bien établie, l'IP, hein, et qui sont pour la grande majorité dans une volonté de développement et de super production. C'est vraiment vers ça qu'on va. Webedia l'a répété plusieurs fois sur scène. Par exemple, il y a une conférence, c'était incroyable, pour moi, hein, je ne sais pas vous, mais il y a Amixem, qu'on présente parfois comme le MrBeast français. Il a interviewé le stratégie manager de MrBeast. Et en fait, j'imaginais trop Amixem dans sa tête être super attentif et prendre plein de notes, etc. Vraiment, je trouvais ça... C'était assez intéressant, mais c'est vrai qu'en coulisses, j'ai aussi perçu le monde d'autres créateurs de contenu qui ont des visages peut-être un peu moins connus et qui ont du mal à maintenir leur modèle, qui rêvent de vivre de ce métier ou de juste passer un cap et qui veulent se faire des contacts, ce genre de choses. Et même, ils ont juste du mal à se dégager un salaire. Et il faut rappeler une autre étude qui a été un peu plus discrète, qui a été dévoilée par l'agence Reach le mois dernier. Ça montrait bien que 85% des influenceurs gagnent moins que le SMIC. Donc ça, c'est quand même assez important. Et comme le montre une autre étude dévoilée cette fois pendant le salon, beaucoup travaillent vraiment seuls et doivent apprendre à gérer leur auto-entreprise et leur contrat sur le tas. Donc ça, ils sont où les 1,5 million d'emplois? emploi Ils sont où les précaire, 1,5 million de personnes en Ne tire France pas qui sur le bossent dans messager, ne tire pas sur le messager. Genre. Tu m'énerves. Mais- Non, mais je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé aussi. Et quand je pense à tout ça en discutant avec les gens, pour moi, c'est là qu'émerge une autre difficulté pour les créateurs, le cadre légal qui est encore très flou. C'est ce que m'a expliqué Roxane Tirbas, c'est une juriste qui travaille avec beaucoup de vidéastes et à qui j'ai demandé quelles devraient être les priorités des créateurs de contenu, notamment ceux qui démarrent. S'intéresser aux droits d'auteur, pourquoi pas éventuellement adhérer à un organisme de gestion collective, SACD ou SCAM, c'est à peu près, c'est votre choix, hein. Ça permet d'avoir des redevances, ça permet d'horodater les créations, s'intéresser à vos contrats,
qu'est-ce que vous avez signé et qu'est-ce que vous êtes en train de signer, et notamment le dépôt de marque. Ça peut être pertinent pour protéger les pseudos, parce que le dépôt de marque, si vous ne l'avez pas déposé, votre pseudo ou des choses qui vous caractérisent, qui vous différencient des autres créateurs et créatrices de contenu, le droit il existe que dans votre tête, hein. C'est pas comme le droit d'auteur où c'est automatique. Là on a besoin d'un dépôt. Donc au moins se poser la question. Je ne vous dis pas de déposer absolument la marque, je vous dis en tout cas d'y réfléchir un petit peu sérieusement. Tiens, le dépôt de marque, comme disait... il faut protéger son IP. Voilà, il faut protéger son IP, mais encore que là, c'est bon. Je pense pour un créateur de contenu, c'est très pertinent d'y penser vu les discussions qui se déroulent en haut lieu. Y penser, ça a dû être déposé, oui. Pardon ? Non, rien. T'as dit c'est pertinent d'y penser, machin. Backseat, c'est déposé. Backseat, c'est déposé, j'en suis l'heureux propriétaire. Voilà. Wow. D'ailleurs, juste si ça intéresse certains d'entre vous, Roxane m'a donné cette fiche récap. Je vous laisse faire une cap écran, vous pourrez la retrouver dans le replay si ça vous intéresse, vous êtes peut-être concerné. Il y a peut-être des gens qui font du contenu sur Internet. Tu peux me la forwarder, s'il te plaît, sur LinkedIn, tu me la forward. Ouais, mais pour que tu scales, je ferai n'importe quoi, t'inquiète pas. Mais voilà, je finirai juste en citant une autre table ronde un peu plus discrète de l'événement. Là encore, il était intéressant de noter, de voir que depuis la loi sur les influenceurs, le travail continue en coulisses pour continuer à légiférer et cadrer le milieu, notamment sur les aides publiques, sur la fiscalité ou sur la régulation de l'alcool, qui sont des gros sujets, on en a déjà parlé ici. Mais à part Roxane, j'ai pas vraiment entendu les gens parler du droit du travail pour les créateurs déjà, mais aussi pour tous les collaborateurs, souvent freelance, jeunes et précaires, qui les aident à créer. Donc moi, quand je suis reparti de cette Creator Week, pendant que les participants allaient au yo-yo faire la fête, je me suis dit que être authentique dans ses contenus, ce qu'on répétait tout le monde lors des tables rondes, c'est super, mais connaître ses droits, pouvoir les faire appliquer, c'est peut-être le vrai Everest à gravir dans cet univers, certes jeune, mais qui pèse déjà visiblement des milliards d'euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint.